Conakry, 24 mai 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La journée de l'Union africaine sera célébrée demain, 25 mai, sous le thème « Tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». À propos, nous vous invitons à suivre le discours du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. Distingués citoyens, citoyennes d'Afrique et de la diaspora, les jeunes d'Afrique, chers amis et partenaires de l'Afrique, à l'occasion de la journée de l'Afrique qui commémore l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, à laquelle a succédé l'Union africaine, il me revient l'honneur de rendre un vibrant hommage au père fondateur de notre organisation. Aujourd'hui comme hier, celle-ci a fait figure de vitrine de notre continent, de son histoire, au point d'être considéré comme le berceau de l'humanité, de son potentiel économique et de sa richesse humaine. Faut-il rappeler que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été créée dans le contexte historique de la lutte pour l'indépendance, entre autres en soutenant les mouvements de libération nationale et en relayant toutes les initiatives diplomatiques, notamment aux Nations Unies, visant à condamner solennellement le fait colonial. Toutes ces actions se sont nourries de l'idéal panafricain. 40 ans après la réunion historique d'Addis Abeba, ce qui prouve bien la vitalité de notre panafricanisme, l'Afrique a jeté les bases de l'Union africaine qui, sur de nombreux points, tranche avec l'OUA. Et c'est notamment doté d'une architecture institutionnelle rénovée et plus efficace qui lui permet désormais de mieux peser sur le plan international et de mieux défendre dans un monde sujet à de profonds bouleversements les intérêts supérieurs de notre continent. En succédant à l'OUA, l'Union africaine s'est donné les moyens de renouveler et de consolider le projet d'intégration politique et économique dont les bases avaient été jetées à Addis Abeba en 1963. Elle s'est notamment fixé des objectifs et a instauré un cadre institutionnel allant bien au-delà de l'approche diplomatique privilégiée par l'OUA. C'est notamment sous l'angle organique que les changements ont été les plus notables. Aujourd'hui, l'Union africaine peut se targuer d'avoir mis en place des structures susceptibles de mettre en œuvre les ambitions qu'elle s'est fixées. C'est cet esprit qu'ont été mis en place, entre autres, la Commission et le Conseil de paix et de sécurité. L'Union africaine travaille sans relâche, en collaboration avec nos partenaires, dans le but de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent et dans le monde. Après l'accession des États africains d'indépendance, les dirigeants africains ont cherché à concrétiser dans les faits les idéaux pour lesquels ils s'étaient battus, au premier rang desquels le développement socio-économique du continent. Il est évident que l'Afrique a fait des progrès importants dans le domaine politique, social et économique. Pour assurer la promotion de la compétitivité économique de notre cher continent et créer une prospérité partagée, il est désormais impératif d'instaurer un climat à la fois stable et dynamique, fondé sur la bonne gouvernance et l'état de droit favorable à l'investissement. Citoyennes et citoyens d'Afrique et de la diaspora. Il est encourageant de noter que l'Union africaine a fait de grands progrès dans le cadre de la mise en place d'un environnement susceptible de garantir un meilleur avenir pour l'Afrique. En effet, par le biais de l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'Union africaine continue à travailler sans relâche, en collaboration avec nos partenaires, afin de promouvoir la paix et la sécurité du continent. La prévention des conflits et des règlements pacifiques des différends, à travers le dialogue et la médiation, revêt une importance cruciale pour la réalisation de l'objectif visant à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Sur le plan économique, l'adoption de l'agenda 2063, qui est à la fois une vision et un plan d'action, est un appel à l'action de tous les segments de la société africaine à travailler ensemble pour construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun. Dans la mise en œuvre de cet agenda et de son premier plan décennal, les femmes et les jeunes sont des acteurs clés. S'agissant des jeunes qui constituent la principale richesse du continent, un important défi doit être relevé. C'est pourquoi nous avons dédié l'année 2017 au thème « Tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». En effet, l'Afrique est la région la plus jeune du monde. 2 Africains sur 3 sont âgés de moins de 25 ans.
Cet indicateur est un atout majeur pour impulser la transformation sociale et économique à travers le continent. L'accès des jeunes à la santé, à l'éducation de qualité, leur autonomisation, la lutte contre le chômage des jeunes est une réponse significative à la pauvreté et à leur utilisation par les groupes terroristes. Il convient aussi d'impliquer de manière plus significative les acteurs de la société civile dans la sensibilisation de la jeunesse sur les dangers que représente le discours radical. À ce propos, la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse, entrée en vigueur le 8 août 2009, offre de réelles chances pour la participation effective des jeunes au processus de développement, citoyennes et citoyens d'Afrique et de la diaspora. Face aux défis actuels et émergents, ayant fait le constat de l'état actuel de notre organisation, une réforme de l'institution s'est avérée nécessaire pour lui permettre de centrer son action sur les domaines prioritaires ayant une portée continentale. Cette réforme se focalisera sur une meilleure division du travail entre les organes de l'Union, les communautés économiques régionales et les États membres. La mise en œuvre immédiate de la réforme financière de l'Union permettra de réaliser une autonomie de financement considérable. Notre institution panafricaine, pour être crédible, ne peut plus se reposer sur l'assistance financière des partenaires. Il est grand temps de prendre nous-mêmes en charge le financement de nos propres ambitions et de nos propres rêves. Sur le plan international, il est également temps de tenir compte de l'importance démographique, politique et économique de notre continent, afin de reconsidérer le rôle qu'il peut jouer et doit jouer sur la scène internationale. C'est sous ce temps que doit être abordée la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour réparer l'injustice dont est victime le continent africain. Cette réforme devra permettre, entre autres, d'accorder au minimum 2 sièges de membres permanents en Afrique au sein du Conseil de sécurité. D'une manière globale, il faut que soit instauré un système de coopération internationale juste et équitable, basé sur un partenariat gagnant-gagnant, à travers les principes de la responsabilité et de la solidarité. L'intégration progressive de l'Afrique dans l'économie mondiale en dépend. En dépit des progrès de tout genre réalisés à divers niveaux, l'Afrique demeure confrontée à la persistance des conflits et à la multiplication des activités terroristes et de l'extrémisme violent qui impactent négativement sur son processus de développement. L'Union africaine s'est employée à relever des défis liés à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Au fil des années, nous avons développé un cadre normatif riche et des mesures contraignantes pour lutter contre ces fléaux en partenariat avec les Nations Unies et d'autres partenaires. Au-delà de cette réalité tragique, une autre préoccupation pour le continent est l'immigration, la crise des réfugiés et des personnes déplacées. En effet, les conflits en Afrique continuent de provoquer des déplacements massifs de population, ce qui est à l'origine de nombreuses crises humanitaires. Il est évident que les migrants ainsi que les réfugiés sont des êtres humains qui ont droit au respect de leur dignité et à la protection de leurs droits, comme tout un chacun. Citoyennes et citoyens d'Afrique et de la diaspora, nous célébrons cette année la journée de l'Afrique dans un contexte difficile. Une partie du continent est affectée par une grave sécheresse qui a fait des milliers de victimes avec de graves effets collatéraux. L'Afrique reste le continent le plus vulnérable face au changement climatique, alors que notre continent est le monde pollueur du monde. Ainsi, l'Afrique doit faire face aux conséquences environnementales dues au changement climatique, telles que l'assèchement des fleuves, des lacs, des cours d'eau, provoquant ainsi des catastrophes naturelles de grandes conséquences sur les populations et sur l'agriculture. Dans la gestion de la crise humanitaire provoquée par les conflits armés et la sécheresse, l'Afrique doit faire preuve d'unité et de solidarité envers les pays affectés par ces fléaux et œuvrer à minimiser leurs effets néfastes et à stimuler la croissance. Pour stimuler la croissance économique et tirer pleinement avantage de la science et de la technologie, la seule alternative valable et viable pour notre continent est l'électrification qui doit être une priorité. L'accès pour tous à l'énergie, et plus particulièrement à une énergie propre, est primordial pour l'industrialisation et la transformation structurelle du continent. À cet égard, je me réjouis des nombreux projets en cours de réalisation dans le cadre d'une initiative africaine sur les énergies renouvelables. L'utilisation de nouvelles technologies de la communication et de l'information est tributaire de la facilité d'accès à l'électricité.
je tiens à rappeler mon attachement à l'intégration africaine à travers la mise en place de la zone de libre-échange continentale comme une nécessité. Ensemble, nous devons participer à la réalisation d'une Afrique unie, prospère, intégrée tant économiquement que politiquement, dans un contexte de paix, de sécurité et guidée par les nobles idéaux du panafricanisme. L'Union africaine, depuis Kigali, a pris ses responsabilités. D'abord assurer notre autonomie financière par l'adoption des 0,2% de financement. Ensuite, les réformes importantes initiées par le président Kagame qui seront bientôt adoptées lors du sommet de J. Quand l'Afrique parle d'une seule voix, elle est écoutée. C'est pourquoi nous avons créé des champions, notamment le roi du Maroc chargé de l'immigration, le président du Niger chargé de la zone de la libre-échange, le président Bouteflika chargé de la lutte contre le terrorisme, le président du Sierra Leone chargé de la réforme du Conseil de sécurité, le président Zuma chargé de revoir les conditions d'utilisation des casques bleus en Afrique, le président Alassane Ouattara chargé du programme 2063, etc. Cela permet à l'Afrique de tenir une certaine voix et d'être écoutée. Africains, jeunes femmes, diaspora, bonne fête pour l'Afrique. Professeur Alpha Condé, président d'exercice de l'Union africaine. Demain donc, 25 mai, la Guinée va fêter la journée de l'Union africaine. Un événement qui rappelle la date de création de l'OUA en 1963 à Addis Abeba. Ce matin, un symposium de l'Union africaine et son actuel président d'exercice a été organisé. Un symposium au cours duquel l'on a passé en revue les progrès et les défis de l'Union africaine. Thierry Ousmane Diallo a suivi la rencontre. L'Union africaine commence déjà en Guinée, au pays du président en exercice de l'institution. Sous le signe de l'unité, le symposium consacré à l'UA s'ouvre. Diplomates, acteurs de la société civile, responsables administratifs et membres du cabinet présidentiel saluent les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'Union africaine sous la mandature de professeur Alpha Condé. Dès la venue du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine, avec ses pairs de l'Afrique, ils se sont mis d'accord de la mise en place d'un mécanisme de financement des activités de l'Union africaine, notamment le prélèvement de 0,2% sur les produits à l'importation pour faire fonctionner l'institution. Je crois que c'est un acquis important. Et cela va nous permettre désormais de définir nos politiques et de prioriser les actions à mener sur le plan continental. Il y a un balai des présidents à Conakry, ce qui dénote une fois de plus l'estime et la confiance que les chefs d'État africains placent au président Alpha Condé. Et vous savez, le président Alpha Condé, il ne cesse de poser des jalons pour le développement et l'émancipation des peuples africains. Il y a beaucoup à faire et je pense que sa présidence sera l'une des meilleures présidences au sein de l'UA. En organisant ce symposium, COP Guinée, la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence, veut donner une touche particulière à cette fête en Guinée avec une implication des organisations de la société civile pour conscientiser sur le rôle de l'Union africaine et l'apport de la Guinée dans son développement. On s'est dit qu'il ne faut pas rester dans l'inaction, il faut donner plus de lisibilité, de visibilité à cet anniversaire. Donc il a été question de revenir non seulement sur les défis qui attendent le président à la tête de l'institution, mais également le parcours de l'homme en tant que panafricain, tout ce qu'il a eu à poser dans son combat depuis sa jeunesse et aujourd'hui les résultats qu'il apporte à la tête de l'institution. Un hommage a été rendu aux principaux acteurs de la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, il y a de cela 54 ans. Demain, plusieurs événements vont être organisés à travers le pays pour célébrer cette organisation devenue depuis 2002 l'Union africaine. Dans l'actualité encore, le président de la République, professeur Alpha Condé, est arrivé ce matin au Caire, la capitale égyptienne. Vous le voyez donc à l'image, en provenance de Riyad, pour une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État sera ce jeudi 25 mai 2017 avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Les deux personnalités échangeront sur plusieurs questions d'intérêt commun dans le but de renforcer l'axe de coopération Conakry-Caire.
des questions telles que l'énergie, les routes, l'agriculture, la nouvelle technologie de l'information et de la communication seront au menu de la rencontre. La première dame de la République était en Turquie, où elle a pris part à la célébration du premier anniversaire de l'ouverture du marché de l'artisanat et de la culture africaine. L'initiative vise à valoriser le textile et les œuvres artistiques du continent africain. Ce marché d'art a été organisé par la première dame de la Turquie. Ali Badara Kondé commente ces images. La première dame de la République, Hatice Kondé, à Ankara. L'événement, c'est le premier anniversaire de l'ouverture du marché de l'artisan et de la culture africaine de la Turquie. Il a regroupé plus de 700 personnes en provenance des différents pays à travers le monde. Ce marché de l'artisan africain d'Ankara permet de valoriser le textile africain, mais aussi ses œuvres d'art à travers des expositions. Les recettes des produits mis en vente seront redistribuées entre les pays pour soutenir les femmes dans les secteurs clés du développement, notamment l'éducation, la santé, l'autonomisation économique des femmes. Je voudrais, avant toute chose, rendre un vibrant hommage à son Excellence Madame Emine Erdogan pour l'initiative de la création de la Maison de l'Afrique. Ceci témoigne de sa volonté de renforcer davantage les liens d'amitié et de solidarité entre l'Afrique et la Turquie, mais surtout de venir en aide aux mamans africaines qui travaillent sans relâche afin de subvenir aux besoins de leur famille et pour assurer l'éducation de leurs enfants. À l'occasion de cette célébration d'Ankara, la première dame de la République, Hatice Kondé, est choisie comme invitée d'honneur. Je tiens à vous remercier, Excellence Madame Emine Erdogan, pour la marque d'estime que vous me faites en faisant de ma modeste personne l'invité d'honneur de la Journée d'Afrique et en choisissant mon pays, la République de Guinée, pour l'exposition de son art culinaire et artistique. Cette décision montre la parfaite entente entre la Turquie et la Guinée. Elle illustre également l'excellence des rapports entre nos deux époux, les présidents Recep Tayyip Erdogan et Alpha Condé. Elle témoigne aussi de la volonté que vous avez de tendre la main à l'Afrique en me choisissant en tant qu'épouse du président en exercice de l'Union africaine que je suis comme invitée d'honneur. Sachez que l'artisanat et la culture détiennent une part non négligeable d'apport au produit intérieur brut PIB de la Guinée. Excellence Madame la Première Dame, honorables invités, le secteur de l'artisanat est fortement féminisé. Il est une source très importante de revenus et de ce fait contribue à l'autonomisation de la femme guinéenne. Pour marquer cette journée africaine, deux artistes guinéens sont en vedette. Mori Kanté, griot électrique, et Kerfala Kanté, l'oiseau de Sankaran. Pour couronner ces festivités, ces deux premières dames ont visité les installations de l'université Gazi où Hatice Kondé a signé dans le livre d'or pour marquer son passage. Et puis ce message départ à Sa Majesté Elisabeth II, reine de la Grande-Bretagne, Londres. Majesté, le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris avec une vive émotion l'affligeante nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée lors d'un concert à Manchester ayant causé de nombreuses pertes en vie humaine et des blessés graves. En ce moment de grande tristesse, nous voudrions vous exprimer notre totale solidarité face à cet acte lâche et ignoble, contraire aux valeurs de tolérance, de paix et de liberté que rien ne peut justifier et que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous saisissons également cette occasion pour adresser à votre Majesté, au peuple ami britannique et singulièrement aux familles touchées, nos sincères condoléances. En vous assurant de ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État.
Et puis, cet autre communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République du Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du jeudi 25 mai 2017, journée de la fête de l'Union africaine, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs de Guinée. Le président de l'Assemblée nationale informe les présidents des commissions, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et tous les honorables députés que la conférence des présidents aura lieu vendredi 26 mai 2017 à 11h précise dans la salle des actes du Palais du Peuple, suivi d'une plénière à 13h à l'hémicycle. La conférence des présidents ainsi que la plénière seront exclusivement consacrées à l'examen, à l'amendement et à la validation du projet de chronogramme de la session des lois 2017, vu l'importance de l'ordre du jour. La présence effective des uns et des autres est exigée au niveau de l'instance qui les concerne. Le plus grand bateau médical, Mercy Ships, est attendu en Guinée au mois d'août 2018. Une mission est à Conakry à cet effet. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Les discussions ont porté sur les préparatifs de l'arrivée prochaine de ce bateau médicalisé. Hadi Kamara, reportage. Mercy Ship est créé en 1978, basé à Texas aux États-Unis. Il est doté du plus grand navire hôpital civil à travers le monde. À son bord, plus de 400 personnes venues de 40 pays pour servir les plus démunis. Ici, une délégation du Mercy Ship est venue pour la phase préparatoire de l'arrivée du bateau hôpital. Mercy Ship, le plus grand bateau civil hôpital du monde, sera en Guinée et amènera un programme de chirurgie. Et toute cette chirurgie est à 100% gratuite. Elle est pour donner des soins et espoir aux populations les plus fragiles du pays. Le bateau apporte une chirurgie de haut niveau, mais également va s'engager dans un programme de renforcement des capacités. Renforcement des capacités des équipes guinéennes. Nous allons travailler avec des équipes guinéennes pour s'assurer que tous les secteurs, tous les agents de santé qui travaillent dans le domaine de la chirurgie, leurs capacités soient renforcées. C'est une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population guinéenne. Le bateau du Mercy Ship va flotter encore sur nos eaux au mois de 2018 avec un programme de traitement efficace et de façon gratuite. Au nom du chef de l'État qui a initié cette opération, il a signé lui-même le contrat en personne, qui m'a demandé de le renouveler récemment. Je voudrais encore une fois vous remercier pour tout ce travail, les bonnes dispositions, et j'espère que le travail préparatoire sera conduit avec toute l'attention et tout le sérieux requis afin que ceux de nos concitoyens qui ont le plus besoin de ces interventions puissent se retrouver soulagés lors du passage de cette mission. C'est en 1990 que le bateau hôpital du Mercy Ship a commencé à flotter sur les eaux des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour la mission de la Guinée, 1200 techniciens du Mercy Ship sont déjà mobilisés dans les domaines de la chirurgie, de la construction des infrastructures, de la réhabilitation des sites d'accueil, de la sécurité et des transports. Dans l'actualité encore, le nouveau plan des Nations Unies pour l'aide au développement en examen. Les principaux acteurs concernés sont réunis autour d'un atelier qui définit les priorités du futur plan quinquennal. Les perspectives sont rassurantes. Habib Cham. Après un premier cap fixé en 2013, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement passe sous l'évaluation du gouvernement et de ses partenaires.
Cette ultime étape est enrichie de la retraite de Kindia du 25 au 28 janvier 2017. Cet atelier a pour objectif de passer en revue le contenu du document en montrant d'abord son alignement avec les priorités nationales telles qu'inscrites dans le PNDS 2016-2022. Ensuite, la cohérence et finalement la synergie des interventions pour accroître l'impact de la contribution du système des Nations Unies et enfin de procéder à la validation technique du document. Pour mieux répondre aux défis actuels de développement de notre pays, notre gouvernement et le système des Nations Unies en Guinée s'efforcent de 2 cycles de programmation. L'équipe pays a opté pour le Delivering as One comme stratégie de mise en œuvre du PNUD 2018-2022 afin de renforcer la coordination et la cohérence du système des Nations Unies au niveau pays. Plusieurs départements sectoriels sont présents à ces travaux qui déterminent les axes prioritaires du prochain plan quinquennal 2018-2022. Ils ont pour nom la gouvernance, la transformation économique, le capital humain, le capital naturel et la problématique sanitaire, mais aussi la protection sociale. Le système des Nations Unies, que ce soit en Guinée ou ailleurs, appuie les gouvernements. Et cette fois-ci, je me réjouis du fait que l'appui qui va être porté au gouvernement de 2018-2022 sera aligné sur les priorités essentielles du gouvernement guinéen qui sont déclinées dans le plan national de développement économique et social. On parle des ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Et dans ces ODD, il faut savoir qu'on parle par rapport à la santé, de l'accès des populations à des services de santé de qualité, c'est-à-dire la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la réduction aussi de la mortalité néonatale, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour réussir ce pari, une forte mobilisation des ressources internes et externes est préconisée. Un investissement chiffré à plus de 479 millions de dollars américains. Un forum international sur l'animation socio-éducative se tient depuis ce mercredi à Conakry. Les cadres du ministère de la Jeunesse et ses partenaires planchent sur la promotion de l'autonomisation des jeunes et la problématique de chômage et la violence basée sur le genre. Abdul Aziz Baldé suit les travaux. En 2012, le ministère de la Jeunesse a mis en place des activités socio-éducatives. Il s'agit de répondre aux besoins d'épanouissement des jeunes. 5 ans après, plus de 800 jeunes ont bénéficié de formations dans plusieurs projets liés à la santé, la citoyenneté, la paix et le développement durable. D'où ce forum international sur l'animation socio-éducative qui regroupe plusieurs partenaires pour évoquer l'avenir des bénéficiaires. Le but étant finalement de proposer des activités à des jeunes qui, on le sait en Guinée, sont frappés souvent par le chômage, par l'inactivité et par différentes tentations qui existent comme dans toute société, que ce soit la drogue, la délinquance, la paupérisation, tout ce qui va avec une problématique sociale d'un pays en voie de développement. L'exécution avec succès des activités de ce projet a permis de former un pool de 21 formateurs et de mettre à la disposition de toutes les communes urbaines de la Guinée de plus de 885 jeunes animateurs maîtrisant les principes et les techniques de l'animation de groupe et capables d'accomplir des missions d'intérêt général et d'apporter savoir-faire et innovation dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement de leur communauté. Pendant 48 heures, plusieurs thématiques seront abordées par le pool des formateurs. Entre autres, le droit des filles et la violence basée sur le genre. Le programme est appuyé par France Expertise. On a voulu que le forum permette un partage d'expériences à la fois nord-sud avec les expériences françaises, mais à la fois sud-sud avec les expériences du Maroc, du Sénégal et du Cameroun. Je me suis réjouie quand même que les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants fassent partie du programme dans la mesure où aujourd'hui la question de jeunesse constitue une préoccupation pour le continent africain et que le président Alpha Condé étant à la tête de l'institution de l'Union africaine place en priorité la lutte contre le mariage précoce et
les mutilations génitales féminines. Depuis des années, le département de la jeunesse et ses partenaires sont à pied d'œuvre dans la réduction du chômage et la promotion de l'autonomisation des jeunes. Aujourd'hui, l'une des attentes de ces forums est de faciliter l'insertion de 800 animateurs socio-éducatifs du pays. L'autre image de l'actualité nationale, la problématique d'embouteillage à Conakry, on en parle dans cette édition. D'énormes bouchons dans les ronds-points persistent toujours en dépit des efforts déployés par la police routière. Ces embouteillages créent des désagréments dans la circulation. Suivez le constat de nos reporters Alpha Agaba à Diatoubari. Des bouchons sur les routes de Conakry, un phénomène que vivent quotidiennement les usagers de la route. Sur la route Le Prince, comme sur l'autoroute Fidel Castro, les usagers se lamentent aux heures de pointe. Selon les responsables de la sécurité routière, le non-respect du code de la route demeure les principales causes de ces bouchons. Les usagers qui viennent s'arrêtent sur la route. Nous faisons mieux, on les repousse pour les envoyer en arrière. Et cette route est construite par 2x2, c'est-à-dire 2 fois à l'aller, 2 fois au retour. Mais s'il y a triple, vous voyez plus de 5 fils qui descendent. Donc, y compris aussi l'indiscipline notoire des chauffeurs, pas les taximans, des chauffeurs. Pas seulement les taximans, des chauffeurs. C'est-à-dire que ce soit personnel ou bien taxi, c'est des chauffeurs. Donc c'est l'indiscipline. Et aussi la méconnaissance de la code de la route. À chaque montée ou descente, des bouchons se forment au niveau des différents ronds-points de Conakry. Les usagers de la route déplorent le mauvais comportement des conducteurs, un laisser-aller entretenu par les agents de la sécurité routière. C'est surtout la police ne prend pas ses dispositions. Ils sont sur les ronds-points pour juste empêcher les gens de sillonner comme ça se doit. Parce qu'ils ne respectent pas. Les gens peuvent venir pêle-mêle et ils voient ça. Ils restent indifférents. Une fois au rond-point maintenant, ils disent qu'ils veulent l'ordonner. Comment ça peut s'ordonner avec ça? Vraiment, nous souffrons beaucoup. Quant à moi, il faut vraiment régler la situation de la route, prendre des dispositions pour les chauffeurs au niveau de la route. Et puis troisièmement aussi, former très bien les policiers au niveau des carrefours. Pour réduire les embouteillages dans la capitale, les agents de la sécurité routière proposent des solutions. Moi, ce que je demanderais à l'État, d'accepter d'augmenter l'effectif de la sécurité routière et mettre les moyens à la division. Et quand il dit moins, pas moins financier, moins mobile, c'est-à-dire les motos typiques sécurité routière, pas les motos comme vous pensez, les motos typiques sécurité routière. Parce que quand un usager voit à distance, il dit non, il y a un policier qui est là. Là, ça pourra lui permettre, même si ce n'est pas des policiers, même si c'est 2 motos, ça pourra lui permettre de maintenir dans les rangs. Avec le mois de Ramadan qui s'annonce, ces différents bouchons constituent une réelle préoccupation pour les usagers de la route. Direction Moinigini, le village Dar Salam, situé à 95 km de Dalaba, bénéficie des infrastructures sociales de base. Il s'agit d'un poste de santé moderne et une école de 6 classes. Le coût de réalisation s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Les travaux sont entièrement financés par les fils de la localité. Makemed Donzour, Adama Traoré, Elsa, signe ce reportage. Tapé à ce rythme, la tabala appelle à la joie. Dans ce village, c'est la réjouissance. Nous sommes à 95 km de Dalaba, dans le village de Dar es Salam. La construction d'un poste de santé moderne, d'une école primaire de 6 classes et des logements des enseignants est le plus grand événement festif ici. Plus d'1 milliard de francs guinéens ont été mobilisés pour la réalisation de ces infrastructures communautaires. Ces habitants parcouraient 12 km pour atteindre le centre de santé de Kankalabé, soit à pied ou récemment à moto. Je suis trop fier de bijoux qu'on a fait ici, grâce à Dieu. Pour cela, je ne peux pas parler beaucoup. Cette initiative d'engagement pour le développement à la base est soutenue par les autorités locales. Tout Dar es Salam veillera sur ces édifices. Nous prenons l'engagement que la DPS, que le DPE, chacun en ce qui le concerne, ils feront tout pour que les professeurs, les enseignants qui manquent, le chef de poste qui doit venir ici, le chef de poste qui doit venir ici, qu'il vienne très tôt. On va veiller sur lui
pour qu'ils travaillent très bien, ils donnent une très belle prestation dans l'intérêt de la population. Veillez surtout pour envoyer les malades au poste de santé pour la consultation, pour la vaccination et pour la CPN. Surtout le suivi des femmes en grossesse. Avec un tel niveau d'investissement, les fils de Dar es Salam entendent accompagner le gouvernement dans l'accélération du processus de développement local. D'autres actions sont envisagées pour changer ce village perché sur les montagnes de Kankalabé. Et puis culture, l'artiste guinéen Fodé Barro et son groupe sont conviés à un festival international à Moscou. C'est à l'occasion de la fête de l'Union africaine. L'annonce a été faite à la faveur d'un point de presse animé à Conakry par l'artiste. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. Devant la presse, Fodé Barro étale ses projets, parmi lesquels le concert à Moscou à la fête de l'Union africaine le 25 mai. La star guinéenne aura l'occasion de prester en live pour la première fois avec un groupe musical guinéen. Ils ont eu une formation, vous étiez là, vous avez écouté tout à l'heure comment ces jeunes y jouent. Ils ont presque joué un titre que tout le monde connaît, ils l'ont joué comme vous l'entendez. Et c'est ça un groupe. Je suis fatigué d'aller prendre des musiciens en Côte d'Ivoire pour me faire accompagner, que ces jeunes-là ils ont du talent. L'enfant de la Sigmadina ne compte plus évoluer seul. Il vient de former son groupe musical dénommé The 75. Les 11 membres du groupe seront avec lui à Moscou. Pour la première fois, un groupe musicien de 11 personnes, plus l'artiste 12, se déplace ici pour l'Europe. C'est pour la première fois. Et là, je profite vraiment de remercier Fodé Barro, parce qu'on a vu beaucoup d'artistes au Sénégal, Cameroun, des groupes comme les Issoundou, les autres, ils voyagent toujours avec leur groupe de 20 personnes, 25 personnes, pourquoi pas nous. Et je demande aux autres aussi, des autres vedettes, vraiment d'essayer de voyager avec leur groupe, pas seulement en Afrique, mais en Europe, parce que c'est important, parce qu'on fait bien notre travail et on répète bien. Fodé Barro et ses 75 feront désormais la promotion du live en Guinée. Son autre projet est la formation de jeunes artistes pour valoriser la musique guinéenne. Et puis sport, le Sili cadet a perdu la demi-finale de la CAN Gabon 2017 contre le Mali au tir au but avec 4 pénaltys ratés. La finale va opposer ce dimanche Ghana-Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.